Téléspectateurs de la région de Tombouctou, merci de cette confiance renouvelée au programme de Renouveau TV. Bienvenue dans votre émission Regard croisé. Désengagement militaire de l'aménagement du Mali. Faut-il craindre la reprise de la belligérance entre les FAMA et certains groupes signataires de l'accord issu du processus d'Alger? C'est la question que nous allons tenter de trancher ce soir. Pour l'aborder, nos invités, ils sont quatre. Le premier, M. Modibo Mao Magalou, il est économiste, analyste. Magalou, merci d'être avec nous. Merci Omar Barou Sidibé de m'avoir invité. Deuxième invité, Daouda, honorable Daouda Moussa Kone, ancien député de Kolondiaba. Il est au niveau de la vice-présidence de l'Union pour la République et la démocratie URD. Honorable Kone, merci d'être avec nous. Bonsoir M. Sidibé et merci de m'avoir invité. Troisième invité, Mohamed Cherif Aïdra, président du Conseil supérieur de la diaspora malienne. Monsieur Aïdra, merci d'être avec nous. C'est un plaisir, M. Sidibé. Quatrième invité, Hassan Sey, il est juriste, analyste aussi. Je sais, merci d'être avec nous. Merci à vous pour l'invitation. Avant donc d'ouvrir les débats sur le désengagement de l'aménagement du Mali, 18 août 2020, 18 août 2023, il y a 3 ans que le CNSP du colonel Assimi Goïta, en complicité avec le mouvement du 5 juin de l'imam Mahmoud Dicko, renversait le régime IBK. 3 ans après la chute donc du régime IBK, quel bilan peut-on présenter aux Maliens en termes des aspirations que portaient ces deux entités? Il s'agit du M5 RFP et également du CNSP aux premières heures du renversement du régime IBK. M. Aïdra, je commence par vous au niveau de la diaspora. Quel bilan vous présentez déjà de ces 3 ans de l'après-IBK? Merci Abou, merci aux téléspectateurs de la télévision de la diaspora et mes salutations très particulières à l'ensemble des techniciens grâce à qui on arrive à nous entendre et nous voir. C'est une très bonne question. Le bilan, je dirais, est un bilan mitigé. Et il vous souviendra que c'est un mouvement de M5 RFP qui a insisté sur un changement qui a finalement abouti à un changement inattendu. Oui. C'est un changement militaire qu'on appellerait un coup d'État. Nous, on avait proposé au chef d'État de la CEDEAO de trouver un mécanisme, et c'était de dissoudre l'Assemblée et de mettre le Premier ministre et donner ce poste à Boubou Cissé. Et les chefs d'État de la CEDEAO étaient dans une logique de faire des élections partielles qui étaient 35 ou 37 députés. Oui. Et cela était une très mauvaise proposition. Je me rappelle les avoir dit ce jour. Vous cherchez à nous imposer un tripartite institutionnel avec un arrangement constitutionnel, et cela peut aboutir à un coup d'État. Alors, c'est ce qui fut fait. Ils sont venus dire qu'ils ont parachevé le travail qui a été fait par M5 RFP. Oui. Mais par la suite, on a constaté que le M5 RFP a été mis à l'écart. D'accord. Et nous avons dit haut et fort. Ce bilan de 3 ans n'est pas forcément celui du M5? Le bilan est du M5, bien qu'ils n'ont pas participé au premier gouvernement, oui. Mais on ne peut pas leur retirer une certaine responsabilité de ce bilan. D'accord. Parce que ce qui nous est arrivé, c'est justement grâce à ce qu'ils ont fait. Nous avons eu des côtés très positifs de ces 3 ans, oui. Parce qu'on est devenu une référence en termes de réclamation de notre souveraineté. La diplomatie. La diplomatie, elle a été très agressive, elle a porté ses fruits. Aujourd'hui, on devient une référence dans le cadre de requête de souveraineté. D'accord. Et ça, je peux vous dire que ce bilan est positif. Mais il y a également des impacts qui sont attendus. D'accord. Cela peut s'expliquer aussi par
certain nombre de facteurs. Peut-être qu'on rentrera dans l'émission, on pourra donner quelques exemples qui restent à part à faire. Le verre est à moitié plein et à moitié vide. Tout à fait, c'est ce que je veux dire. Monsieur C, quel regard vous portez déjà sur 3 ans après le départ de IBK? D'accord. Bon, je pense qu'il y a eu ce qu'on appelle la rectification de la trajectoire de la transition dans un premier temps. Il ne faut pas l'oublier. Et que depuis, on va dire qu'il s'est écoulé un peu plus de 2 ans. Et qu'en 2 ans, effectivement, sur le plan sécuritaire, même s'il y a encore des affrontements, pour preuve vendredi dernier à côté, il y a encore de la belligérance, il est certain que l'armée aujourd'hui est mieux armée, sans faire de tautologie, et c'est constatable partout. C'est-à-dire que les matériaux qui sont venus et les équipements militaires, parce que c'était la première mission, c'était bouter le djihadisme et le terrorisme, même si ce n'est pas une chose facile. Et ça avance. On va dire que ça avance, même si tout n'est pas reluisant. Ce n'est pas non plus un bilan où on peut donner un satisfecit à 100%. Il y a des choses qui ont été faites. Et pour reprendre une formule politique, beaucoup de choses ont été faites, mais il reste encore beaucoup de choses à faire. D'un point de vue politique, on sait qu'il y a un chronogramme qui a été établi. Il y a des dates qui ont été revues pour être en conformité avec l'espace et avec le temps, justement. Et il y a eu un référendum qui est passé à plus de 90%, plus de 96,7% il me semble. Après on peut le reprocher ce qu'on veut, mais avec un chiffre comme ça, il est certain que plus de 50% de la population était d'accord au moins. Et c'est l'essentiel. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver dans les jours et les mois à venir? On aura le temps peut-être d'échanger là-dessus. Mais le bilan économique, social, éducatif, on ne peut pas dire que tout a été résolu. Et même si c'était un président qu'on appelle on a quand même vu la moralisation des examens et concours, par exemple. Oui, c'est des bonnes choses. Mais je veux dire que le rôle de la transition, dans un premier temps, ce n'est pas forcément de régler tous les problèmes du Mali, même s'ils essaient d'y s'y atteler. Oui. Et qu'il y a eu des choses dans ce sens-là. Vous avez parlé des examens. On peut parler également du pôle scientifique d'excellence qui a été mis en place, je pense sur une 50aine d'hectares, avec un pôle de robotique et d'intelligence artificielle. D'accord. On peut parler des usines, des 2 usines de filature qui ont été réhabilitées. La Comatex a été réhabilitée. Et il y a 2 nouvelles usines qui vont voir le jour avec une coopération sino-malienne, donc avec la Chine, où le Mali est à 85% patron de la chose. Ça y est, le Malikoura est là, les sillons sont certainement tracés. En tout cas, les signes sont positifs pour l'instant, les signes sont verts. Et on va dire le malignement pour l'instant se profile. On verra ce que ça va donner. Magalou, oui, les signes sont positifs. Le Malikoura, ça y est, on est dedans. Bon. Il est en train de changer de concept finalement. Bonsoir à celles et ceux qui nous regardent et qui nous écoutent. Non, je pense que quand on parle de bilan, on parle de photographie à l'instant T. Le bilan, il est partiel. Donc quand on parle de bilan, c'est d'abord un comptable, c'est un concept comptable. On parle d'actifs et de passifs. Et ça doit s'équilibrer en principe. Mais ce qu'on peut dire, c'est que le bilan total, définitif, ne pourra être fait que lorsque un nouveau président et un ordre constitutionnel sera établi et qu'il y aura une passation entre le président de la transition et ce nouveau président élu. Monsieur Magalou, à ce stade, est-ce qu'on peut tout de même se demander si toutefois on est sur la bonne voie? Ben, écoutez, moi je pense que le bilan, comme vous l'avez dit, partiellement parlant, il y a des avancées, mais il y a aussi des insuffisances. D'abord, sur le plan politique, la fixation du chronogramme, c'est une avancée majeure. Son respect sera déterminant. En tout cas, la fin de la transition ne sera définie que lorsqu'il y aura un nouveau président élu. Donc ça, c'est un aspect très important, mais aussi il y a eu des réformes politico-institutionnelles, une nouvelle constitution, la mise en place de l'EJ, entre autres.
Mais aussi, il y a aussi cet aspect de cette coopération diversifiée. Et je pense que ça, c'est quand même un aspect important dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de développement de notre pays, mais aussi de la stratégie de défense nationale. Il y a eu des avancées au niveau aussi de la défense nationale, même s'il y a quelques insuffisances au niveau de la sécurité. Et puis, il y a beaucoup de déplacés dans notre pays. Les défis socio-économiques sont immense, le coût de la vie, mais ça c'est un phénomène mondial, mais encore faut-il que ce soit l'État, il y a les combats à l'État d'améliorer les conditions de vie des populations. Donc il y a un effort supplémentaire à faire dans ce sens, mais je pense surtout aussi que le bilan, il est, comme l'a dit M. Haïdara, il est mitigé, mais c'est comme tous les bilans. Je l'ai dit, il y a des aspects positifs, il y a des aspects moins positifs, mais il y a des efforts à faire et surtout, il faut que nous allions vers la fin de cette transition et cela, il faut que ce soit dans le cadre d'une plus grande cohésion nationale, dans l'inclusivité, la représentativité et la participation. Ok. Honorable, le régime IBK en 2020 était accusé d'affairisme et de corrompu. Où en sommes-nous aujourd'hui, 3 ans après, qu'IBK n'est pas là? Bon, je vais rectifier d'abord, parce que le CNSP, en complicité avec DICO et le M5, n'ont pas pris le pouvoir. Mais non, la forme. Oui. Moi, je suis acteur parce que j'étais sur le boulevard à l'époque. J'étais sur le boulevard en tant que député élu de l'opposition. Avec ma banderole, je venais m'asseoir pour dire que je ne suis pas d'accord. Effectivement, jusqu'en 2020, la gouvernance était chaotique. Les pays allaient à l'eau. Et beaucoup de Maliens se sont retrouvés pour dire non à la gouvernance. Et au mois d'août, on y est arrivé. Oui. Et ça a été parachevé par les militaires. Et donc, les militaires sont venus, le CNSP et le M5-RSP. À un moment donné, quand on est en train de lutter pour arracher le pouvoir, ça unit tout le monde. Mais quand on a le pouvoir, ça divise. Et donc, des couacs qui arrivent maintenant entre les différents acteurs, ça ne m'a pas étonné non plus. Non seulement il y a eu des couacs entre le M5-RP et le CNSP au tout début de la transition, mais même à l'intérieur du M5-RFI, il y a eu des scissions. Ce n'est pas du tout étonnant, ça fait partie de la nature des choses. Ceci dit, le bilan, il est positif. Ils sont dans la bonne... la transition actuelle est dans la bonne avancée. On va dans la bonne direction. Mais il faut tenir les engagements. Le bilan, à mi-parcours, on pourra le dire, actuellement, quand on prend il y a 3 choses essentielles. De mon point de vue, moi, je vais personnellement noter la transition à partir de 3 aspects essentiels. Allez-y. 3 facteurs essentiels. Le premier, c'est l'insécurité. La nation a failli ne pas exister. Donc, sur ce plan-là, il y a beaucoup d'avancées. L'insécurité est en train de reculer. C'est pas facile. Il faut souvent la dizaine d'années, la quinzaine d'années, la vingtaine d'années pour revenir à zéro. Dès lors qu'on entame la crédibilité d'un État au plan sécuritaire jusqu'à ce niveau. On a quand même vu cette population de Banyangra marcher, crier contre l'insécurité. Ça va toujours continuer. Oui. Ça dit que le Mali, ça fait 1 248 000 km² et quelques. On ne pourrait pas mettre un militaire devant chaque citoyen, ni devant chaque village. Ça va persister. Et puis, l'insécurité, c'est asymétrique là. Ceux qui sont les groupes armés terroristes, eux, ils calculent partout où l'armée n'est pas, ils reviennent. Quand l'armée est là, ils jouent au chat et à la souris. Donc, des cas pareils vont toujours venir, mais l'essentiel, c'est de prendre les dispositions quand ça arrive pour juguler. Donc, l'insécurité, il faut juguler l'insécurité, il faut ramener l'insécurité à un niveau résiduel. Moi, personnellement, je vais noter la transition à partir de ce premier point-là. Le deuxième point, c'est quoi? Vous parlez beaucoup de la lutte contre la corruption, M. Honorable. J'en viens. Oui. Je dis que je noterai la transition sur 3 choses essentielles. Parce qu'une transition ne peut pas tout faire. Le deuxième élément sur lequel je vais le noter, ça, c'est les réformes institutionnelles. Quand vous voyez que le pays a failli basculer, c'est qu'il y avait beaucoup de choses, beaucoup de manquements au niveau de nos différentes institutions, y compris à commencer par la loi fondamentale.
cette loi fondamentale qui est la Constitution a pu être réformée avec des avancées. Et donc, ça a salué. Beaucoup d'insuffisances qui étaient institutionnelles ont été corrigées dans la nouvelle institution. Il s'agit maintenant de parachever cela en finalisant par les lois organiques, les lois simples, pour que le Mali puisse se retrouver sur les bons pieds. Le troisième aspect, c'est la mauvaise gouvernance. La transition ne pourra pas juguler la corruption. Je veux dire que ça, c'est un travail récurrent. La vie de tous les jours d'une nation doit s'organiser de telle sorte qu'on lutte contre la corruption. Et donc, j'attends de la transition qui donne le tempo, qui donne l'élan, qui donne le coup d'envoi. C'est ce qu'elle est en train de faire ou c'est ce qu'elle a fait? Elle peut mieux faire. D'accord. Voilà. Est-elle en train de manier la carotte et le bâton pour gérer la crise nigérienne? En tout cas, malgré l'activation de la force en attente de la CEDEAO par les chefs de l'État, les chefs d'État de l'organisation, il faut dire qu'une équipe de médiation a séjourné ce samedi à Niamey, histoire d'amener les parties à s'entendre. M. Aïdara, la CEDEAO manie la carotte et le bâton finalement? Oui, M. Sidibé, je crois que j'avais dit sur ce plateau-là que la CEDEAO ne pourra pas intervenir. Et elle ne va pas intervenir? Alors, ce serait très difficile qu'elle intervienne. D'accord. Mais je veux juste compléter en 2 minutes. Allez-y. Frère, il y a eu des avancées notables en ce qui concerne la diaspora malienne. Nous avons demandé pendant les ANR un certain nombre de choses, y compris les états généraux, qui sont d'ailleurs tenus les 17, 18, 19 qui ont été conclus aujourd'hui. Ce jour même, hein? Ce jour même. Oui. Je remercie le ministre Agalienne qui s'est battu pour qu'on obtienne le décret de statut du Mali établi à l'extérieur. Ça a été adopté aujourd'hui. Oui. Et on a aussi adopté le bon de trésor de la diaspora malienne que j'ai initié, qui nous permettra de lever entre 500 et 1000 milliards. Lui, il est économiste de la diaspora. C'est la diaspora qui va venir combler en fait ce vide au lieu d'aller chercher à revendre nos bons dans les marchés de mois. D'accord. Et qui ont des instructions de ne pas les acheter. Nous, la diaspora malienne, on est plus de 6 millions, plus de 319 milliardaires qui ne sont pas partie des associations, qui ont décidé d'en acheter. Donc ça serait institutionnalisé. Ça, c'est une avancée. Et aussi le recensement de Maliens établis à l'extérieur à caractère d'état civil, pour connaître notre nom. Sur les 54 résolutions des ANR, on a eu 12 qui ont été recommandés, qui ont été pris, qui sont exécutés. Donc nous saluons le président Assimi d'avoir accepté la tenue des états généraux, et aussi Tchogel qui est venu à la place du président, qui a mentionné ça dans son discours. Donc honnêtement, s'il y a des secteurs où on peut dire qu'il y a un changement réel, moi je dirais qu'il y a 2 secteurs. Il y a le secteur de la sécurité et la diaspora. Donc je voudrais remercier l'ensemble des participants des CSM et les autres qui sont venus, dire que nous sommes satisfaits des engagements qui ont été tenus pendant les ANR et l'exécution qui est en cours. Maintenant, en ce qui concerne la CEDEAO, d'une part, qui active sa force en attente, d'autre part, vous savez, elle commet une médiation en Guinée, ils avaient donné, au Niger plutôt. Oui, en Guinée. Vous savez, il y a un principe en diplomatie, on ne fait jamais de menaces dont on n'est pas capable d'exécuter. Ils avaient donné 1 semaine. Oui. Après 1 semaine, ils se sont rendus compte que ce n'est pas possible. Il a fallu passer par les leaders spirituels et religieux pour négocier entre la junte et la CEDEAO. Donc il faut privilégier une négociation pour trouver une solution. Ce gouvernement a déjà mis son premier ministre, ils ont mis leur gouvernement. Avant de venir au plateau, j'ai demandé quelques informations. Ils ont même fixé un jour J, que je me réserverai de dire ça sur le plateau, pour attaquer. Mais ça, c'est une menace. Ils ne pourront pas le faire. Le problème le plus important pour nous, je l'avais dit ici, évitons que ce qui s'est passé en Libye se passe au Niger.
ce n'est plus un problème de la CEDEAO, ce n'est pas un problème du Nigérien, ce n'est pas un problème d'Africain. C'est des problèmes géostratégiques, politiques entre la Russie et l'OTAN. Et la France tient à ce que cette intervention se réalise. Certains pays ont affiché leur volonté d'accompagner, d'autres ont dit non. Donc je dirais que la menace, le jour J qu'ils ont donné, dont j'ai eu l'information, je peux vous rassurer que ça serait une grosse erreur de la CEDEAO de vouloir attaquer, parce que c'est mettre la vie de Bazoum en péril, et ça serait des victimes énormes qui n'ont absolument rien fait pour mériter ça. Il y a aussi des morts tout à l'heure, il y a quelques heures avant de rentrer dans les studios, à la frontière tchadienne, il y a eu beaucoup de morts. Donc il y a un certain nombre de soubresauts qui vont nous créer une situation qui ressemble parfaitement à cette situation de la Libye. Donc on dirait à la CEDEAO, on comprend leur inquiétude. Et vous savez, pendant que je vous parle, maintenant, il y a un autre coup d'État qui est en cours dans la sous-région. Pendant que je vous parle maintenant, là, il y a un coup d'État qui se prépare maintenant, là, en Sierra Leone. Je donne le nom du pays. Donc on ne sait pas qu'est-ce qu'il sera. Est-ce qu'il sera effectif demain ou après-demain? Donc ils n'ont pas une solution d'empêcher le coup d'État. Et je dirais, ce que le Mali a pu réussir, c'est le modèle malien de transition. Mais chaque pays a ses réalités. Donc pour conclure, je dirais à la CEDEAO de penser à la population et d'accepter des choses qui ne peuvent pas changer par sagesse. Moi, je parle au nom de la civile malienne et de la diaspora dont je suis le premier secrétaire, chargé d'immigration et de migration. Nous avons plus d'1 million de Maliens au Niger. Donc nous ne sommes pas du tout d'accord qu'il y ait une intervention militaire. Privilégier le dialogue. Avec le dialogue, on pourra trouver un compromis acceptable. Monsieur Sey, l'approche de la CEDEAO devient de plus en plus illisible pour nous autres citoyens lambda de l'espace CEDEAO. Bon, c'est du pilotage à vue, hein. C'est-à-dire que on a, avec tout le respect qu'on doit à ces peuples-là, il ne s'agit pas de ces peuples, mais on a des présidents, comme on le dit, on peut comprendre leur position, qui aient peur qu'eux-mêmes soient victimes de coups d'État. Mais en agissant de la sorte, ils sont en train d'accélérer leur propre chute, j'ai envie de dire, parce que ça va avoir l'effet inverse. Ensuite, lorsqu'on parle de bonne gouvernance et de démocratie, comme c'est le cas dans le protocole additionnel justement de la CEDEAO, il y a des sanctions qui sont prévues. Et l'intervention militaire n'est pas prévue. Et lorsqu'on va vous donner un exemple, on va vous dire oui, il y a eu le Libéria, il y a eu la Gambie, on oublie de préciser que le Conseil de sécurité des Nations Unies avait donné quand même son aval. Là, non seulement le Conseil de sécurité n'a pas donné son aval, l'Union africaine a opposé son veto. Et vous avez des pays membres de la CEDEAO qui ont dit... Vous dites que l'Union africaine a opposé son veto. Bien sûr. Vous tenez cette information? Bien sûr, elle est confirmée. Elle est confirmée. Elle est confirmée. C'est une information qui est confirmée. confirmée. Oui, mais qui est couverte par la procédure silencieuse. Non, elle est confirmée. Allez-y. Elle est confirmée. Ils ont refusé d'envoyer leur demande aux Nations Unies. Oui, d'accord. Elle est confirmée. Et ensuite, vous avez des États qui ont interdit le survol de leur territoire, qui sont encore membres de la CEDEAO. Vous avez des États non membres de la CEDEAO qui sont frontaliers, qui demandent à ceux qu'on vienne à une diplomatie et qu'on réfléchisse à éviter un conflit dans la zone qui peut prendre toute la région. Et vous avez des puissances comme les États-Unis, parce que quand on dit l'OTAN, il n'y a pas que la France, qui sont en train de dire finalement, bon, que ce soit des militaires ou un président, trouvons un moyen de discuter et avançons. Et les États-Unis ont envoyé leur nouvel ambassadeur avec ses lettres de créance. Ça veut dire que quelque part, on accepte ces gens-là, puisqu'on les reconnaît. Donc il y a un processus qui est en cours qu'il faut analyser. Oui. Maintenant, comment ça va se finir? Parce que lorsque vous avez des personnes qui veulent absolument aller en guerre, malgré tout ce qui est dit, malgré tout ce qui est fait, bon, ils vont peut-être aller en guerre. On espère que non. Il y a peu de chances, mais dire que c'est impossible, je ne suis pas de cet avis. Parce qu'on voit aussi ce que nous dit l'histoire. Quand on veut analyser ce genre de choses, on regarde en arrière. Donc ce n'est pas impossible non plus qu'il y ait une intervention. Mais à ce moment-là, pareil, quel est le but de l'intervention? Parce que si c'est rétablir Bazoum, comment vous allez arriver au Niger, aller à la présidence, qui est
en gros une base militaire, prendre Bazoum des mains des militaires que vous allez combattre en vie, éliminer ces militaires et mettre Bazoum au pouvoir. Je n'arrive pas à comprendre le processus. Ça veut dire que s'ils attaquent réellement, Bazoum risque de perdre la vie, même si on ne le souhaite pas. Et si ça arrive, ça va déboucher sur une autre guerre. Oui. Et la question que j'ai envie de poser, c'est que est-ce que si ces militaires reviennent à la table de négociation et qu'on trouve un accord de principe, ces forces qui sont déjà mobilisées, là, parce qu'apparemment il y a des forces mobilisées, est-ce qu'ils peuvent aider nos 3 pays là, à combattre le terrorisme, hein, parce que c'est un problème qui est là depuis très longtemps. Oui. Donc ces forces mobilisées, c'est une très bonne chose. Si elles s'ajoutent aux forces du Mali, du Niger et du Burkina, je pense que dans la zone du Liptavo-Gourma, on pourra avancer sur beaucoup de choses. D'accord. Mao, vous pensez comme c'est que la possibilité d'une intervention militaire de la CEDEAO reste entière au Niger? Non, la proposition d'intervention militaire est toujours sur la table, mais je pense que la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui a été créée en 1975, mai 1975, a pour objectif d'abord l'intégration économique et monétaire. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on est supposé lancer notre monnaie unique en 2027, l'ECO, pour les 15 pays membres de la CEDEAO. Et la CEDEAO, je le répète souvent, c'est quand même une des 5 organisations géographiques, c'est-à-dire communauté économique régionale de l'Union africaine. Par rapport à la CEDEAO aussi, vous savez, il y a le principe de subsidiarité. Cela veut dire que les problèmes politiques et économiques qui ont lieu dans la sous-région, c'est la CEDEAO qui tranche d'abord. Ensuite, l'Union africaine prend le relais et les Nations unies prennent le relais. Ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il y a le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine qui s'est réuni sur la question d'intervention, mais un communiqué, je n'ai pas vu le communiqué, parce qu'il y avait des difficultés de part et d'autre pour se mettre d'accord. Il n'y avait pas eu d'accord. Oui. Il y en a qui étaient fermement opposés, d'autres étaient pour, et je pense qu'ils n'ont pas pu se mettre d'accord, et en tout cas, l'intervention à ce niveau n'a pas pu aller plus loin. Oui. Maintenant, le Niger, c'est un pays qui est assez vaste. C'est le plus vaste de l'Afrique de l'Ouest. 1 267 000 km². C'est le pays le plus vaste de l'Afrique de l'Ouest, le Mali étant celui qui le suit. Et le Niger a des frontières avec 7 pays. Bon, vous connaissez le cas du Tchad, où il y a des difficultés non seulement internes, mais aussi à la frontière avec le Soudan, difficultés avec la Libye qui est en déshérence. Un État failli. Vous avez l'Algérie aussi à côté de la Libye. Ensuite, vous avez le Mali et le Burkina qui sont ces frontières aussi qui ont des frontières aussi avec le Niger où il y a des difficultés au niveau du Liptako-Gourma. Vous avez le Bénin où il y a quand même une certaine accalmie, même si au niveau de la frontière nord du Bénin, il y a quelques difficultés encore. Et il y a le géant nigérian. Vous avez 1500 km de frontières entre le Niger et le Nigeria. Le Nigeria est la première puissance économique de notre continent. C'est le pays le plus riche de notre continent et le Nigeria possède la 4e armée de notre continent. L'Algérie possède la 2e armée de notre continent. Ces deux sont des voisins. Mais le président Tinubu est sorti récemment pour dire qu'il faut privilégier le dialogue et que l'intervention ne doit être que de dernier ressort. Et il est le président en exercice de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Mais maintenant, je ne crois pas. Son pays est le plus grand pourvoyeur de troupes aussi. Hein, Oui, potentiellement, parce que les Africains, comme la CEDEAO, essayent de quand même mobiliser les fonds. Je pense qu'ils sont assez avancés dans cela, mais l'effectivité de l'intervention sera compliquée mais je pense que l'OTAN, l'Organisation du traité Atlantique Nord, a signé une convention avec la CEDEAO, je le rappelle à tout le monde. Donc l'OTAN peut appuyer la CEDEAO dans cette intervention, mais je ne vois pas en quoi cette intervention militaire peut résoudre ce problème politico-institutionnel. Les Américains n'ont pas parlé de coup d'État pour le moment. Le président est détenu, même si l'exécutif, la tête de l'exécutif a changé, le nouveau gouvernement est en place et on a remplacé quand même beaucoup au niveau de l'exécutif, le législatif n'existe plus, mais le retour à l'ordre constitutionnel. Mais il faut privilégier le dialogue et la négociation pour qu'on puisse trouver une solution. Les Africains ne doivent pas se faire la guerre entre eux, surtout dans cette région où
la lutte contre l'insécurité, vraiment, comme l'a dit Sey tout à l'heure, beaucoup de pays ont des difficultés. Et si cette force en attente avait été mobilisée pour combattre le terrorisme, d'abord au Mali depuis 2012, je pense qu'on n'en serait pas là et que ces régimes démocratiquement élus n'auraient pas été menacés. Parce que vous savez, nos pays, avec cette lutte contre l'insécurité, il y a beaucoup de ressources financières et humaines qui sont englouties dans la lutte contre l'insécurité et au détriment des défis socio-économiques. Et cela est une autre son de cloche. Honorable, est-ce qu'on ne peut pas dire que la CEDEAO est en train de s'embourber au Niger déjà, quand on sait que son approche militaire ne fait pas l'unanimité à l'interne et elle a même été recalée au niveau de l'Union africaine? Bon, la CEDEAO va s'embourber parce qu'elle a la mauvaise approche. La CEDEAO n'est pas faite pour faire la guerre au pays. Elle n'est pas faite pour sanctionner les pays. La CEDEAO, comme l'a dit tantôt Mao, c'est une communauté qui est là pour promouvoir la coopération économique et financière entre les pays, l'intégration. On y est arrivé. C'est l'une des sous-régions les plus organisées. Au lieu d'y aller plus fort, on est en train de se tirer sur les pieds. Ce n'est pas sérieux. Ce que la CEDEAO est en train de faire aujourd'hui, c'est du 2 poids 2 mesures. La CEDEAO, il y a 4 coups d'État différents. Les approches sont différentes. C'est du 2 poids 2 mesures. La CEDEAO est en train de outrepasser ses pouvoirs parce qu'aucun texte ne dit à la CEDEAO de frapper le Niger de sanctions économiques et financières, de faire un blocus total. C'est inhumain. C'est-à-dire qu'interdire les médicaments, les matériels médicaux, les médicaments, l'électricité, les vivres. Vous avez vu ça où? Ça ne se fait pas. Au Mali, dans le cas du Mali, les vivres, les médicaments, l'électricité, l'énergie, tout ça là, ça passait. Mais on voit maintenant qu'au Niger, c'est du blocus total. Ça, c'est inhumain, illégal, et on doit arrêter. Ce n'est nulle part dans les textes de la CEDEAO. L'intervention militaire, ce n'est nulle part également dans les textes de la CEDEAO. Il faut qu'ils y arrêtent. On n'a pas besoin de ça. Sur le principe même, c'est condamnable. Donc, le COMOC, quand même, dans les textes de la CEDEAO. Le COMOC, c'est dans les textes de la CEDEAO. Vous ne pouvez pas gérer 3 à 4 coups d'État. Il y a de cela moins d'1 an, 2 ans, 3 ans et demi. Et puis, vous traitez par le dialogue. Vous donnez des délais raisonnables aux autorités de transition pour remettre pour revenir à l'ordre constitutionnel. Et puis, pif, on va au Niger et puis on veut prendre les armes. C'est quoi cette affaire? Carrément, il faut. Est-ce que vous pensez comme d'autres que la CEDEAO n'agit pas de son propre chef, par exemple? Elle doit agir dans ses propres chefs. C'est inacceptable qu'une organisation de ce genre qui a des avancées qui se fasse manipuler. Donc, on a tous les atouts, on a toutes les informations, toutes les preuves pour soupçonner la CEDEAO d'être manipulée par des puissances extérieures. Ça, c'est évident. Parce que tantôt, certaines puissances parlaient et puis la CEDEAO allait dans ce sens-là. D'accord. Et pour... oui, allez-y. Alors, pour confirmer ce que dit le frère, nous avons eu accès à une conversation entre Macron et Alassane Ouattara quand son chef d'état-major a refusé d'envoyer les troupes ivoiriennes au Niger. Il a pratiquement menacé Ouattara en lui disant que c'est grâce à la France que toi tu as été réinstallé. Donc tu ne peux pas nous dire aujourd'hui que tes soldats ne peuvent pas aller au Niger. Et c'est pour confirmer que la CEDEAO ne décide pas de son propre gré. Et c'est la France qui dicte les conduites à tenir par rapport à la CEDEAO. Vous avez parlé d'Ecomog. Ecomog a eu combien de morts? Ecomog a eu près de 5000 morts. Et vous savez que c'est un petit pays. La Gambie ne peut pas être comparée au Niger. Donc ce n'est pas possible. Une organisation qui n'a pas ni les moyens économiques, ni les moyens financiers, et qui n'est pas soutenue par sa population, ne peut pas prétendre venir rétablir une démocratie. Et puis il faut qu'on trouve, je pense que Makalo, il faut que vous nous trouviez une nouvelle définition de démocratie, parce que nous, on ne comprend plus rien dans cette histoire de démocratie de la CEDEAO.
quand Macky Sall refusait simplement, il fallait juste que Macky sorte pour dire je ne ferai pas de troisième mandat. Mais on a attendu des milliers de morts pour qu'il sorte pour dire qu'il ne le fait pas. Et nous avons vu un parti légalement constitué d'être dissoute à l'Assemblée. Qu'est-ce qu'a dit la CEDEAO? Donc, nous avons vu ici la CEDEAO venir, au lieu de dissoudre l'Assemblée et de mettre le Premier ministre, qu'on trouve une solution. Non, ils nous ont colmaté une solution qui est les 35 députés concernés, parmi lesquels il y avait un dauphin constitutionnel, et qui gardaient le Premier ministre quand ils ont tenu la réunion au Niger. Donc, ils nous ont imposé notre propre Premier ministre. Donc, ce n'est pas une organisation qui est en phase avec la réalité. Un président est élu par la population. Moi, chez moi, à Mopti, précisément à Fatouma, mais on se demande est-ce qu'on a des Maliens à part entière. Donc, c'est pour conclure, la CEDEAO, le CEDEAO est en train de jouer sa dernière carte de survie. D'accord. Et si il rate l'approche du Niger, je peux vous rassurer qu'il y aurait deux CEDEAO, deux coups d'État, et il y aurait une autre CEDEAO qui est dirigée par la France. Et évitons que cela arrive parce que ça aura des impacts très négatifs pour nous, les Maliens, et aussi l'image même de cette CEDEAO qui est, nous disons, c'est une CEDEAO de chef d'État, pas CEDEAO de peuple. Allez-y, Maralou. Très rapidement, ce que je puis dire, c'est que la CEDEAO, comme M. Koné l'a dit, est une excellente organisation, peut-être la meilleure du continent par rapport à l'intégration économique. Parce que l'intégration économique, ça veut dire la libre circulation des personnes, des biens et des services. Et parlant de la diaspora, 90% de la diaspora malienne se trouve dans les 15 pays de la CEDEAO, dans les 14 autres pays. Et les transferts unilatéraux. La diaspora malienne, hein? 90% des Maliens qui sont à l'extérieur. Voilà. Donc, et les transferts unilatéraux, on parle du Mali résilient, mais la diaspora malienne, uniquement par les systèmes financiers formels, envoie près de 2 milliards de francs CFA tous les jours au Mali. Donc, c'est très important pour nous, ce qui se passe au niveau de la CEDEAO. Mais surtout, la CEDEAO politique n'est pas une bonne CEDEAO. Elle est même médiocre. Parce que la résolution des conflits et au niveau démocratique et gouvernance, ce qui s'est passé au Mali, la démission du président Ahmad Toumane Touré, a été très mal gérée. Et chaque fois que la CEDEAO a essayé d'appliquer son protocole additionnel, elle s'est fourvoyée. Je pense qu'on doit revoir cette organisation, qu'elle fasse sa mue, qu'elle fasse davantage d'intégration économique et vraiment les aspects politiques, il faut qu'on revoie ça entièrement car c'est un échec patent. Allez-y. Pour terminer sur la CEDEAO, en réalité, la CEDEAO est très très mal gérée par les différents chefs d'État qui gèrent actuellement. Ils ont transformé, comme le dit, en un syndicat des chefs d'État. Alors, au lieu que ce soit un syndicat, une CEDEAO des peuples, il y a le Parlement de la CEDEAO qui est totalement occulté. Il y a la Cour de justice de la CEDEAO. Il y a les autres institutions de la CEDEAO qui ne sont jamais consultées. Et les chefs d'État, ils se mettent ensemble et chaque fois, quand ils prennent des décisions, c'est des décisions qui vont dans l'intérêt des chefs d'État au lieu que ça aille dans l'intérêt des peuples. Pour être équitable, allez-y. Oui, voilà. Allez-y. En fait, pour préciser, parce qu'on peut se poser la question, est-ce que c'est légal? En fait, rien ne permet aujourd'hui à la CEDEAO de faire une intervention militaire, si on parle d'un point de vue légal. Maintenant, on a vu le cas du Mali. Il y a des sanctions qui ont été prises, il y a une décision qui est tombée. Malgré ça, la CEDEAO a décidé de ne pas l'appliquer parce que j'ai l'impression qu'au niveau de l'instance dirigeante, on se croit au-dessus des lois. Excusez-moi l'expression. Quand vous parlez de l'ECOMOG, dans le protocole du 10 décembre 1999, il y a eu le protocole additionnel de la CEDEAO par la suite qui a précisé dans quel cas l'ECOMOG peut agir et quelles sont les sanctions prévues en cas de rupture de la démocratie par quelque moyen que ce soit. Ça veut dire, y compris si on lit entre les lignes, ce qu'on appelle des coups d'État institutionnels. Maintenant, cet article 45 nous donne de manière graduelle les sanctions applicables. Première sanction, je vais vous le dire, refus de soutenir les candidatures présentées par l'État membre à des postes électifs dans les organisations internationales. Deuxième niveau de sanction, refus de tenir toute réunion de la CEDEAO dans l'État membre concerné
troisième niveau de sanction, suspension de l'État membre concerné dans toutes les instances de la CEDEAO. Pendant la suspension, l'État sanctionné continue d'être tenu au paiement des cotisations de la période de suspension. Point. Il n'y a rien d'autre qui est prévu. Donc, d'un point de vue légal, il n'y a même pas de débat. Maintenant, ils ont décidé quand même de mettre, je ne vais pas dire à exécution, puisqu'on n'en est pas encore là. Hermétique, hein? Donc, c'est quand même assez compliqué, en sachant que cet embargo lui-même viole d'autres textes au niveau international, que sont les textes qu'on a ratifiés. Bon, c'est un peu compliqué, mais on va passer sur la question. Le désengagement militaire amorcé par la MINUSMA fait redouter chez certains observateurs du risque de la reprise de la belligérance entre les FAMA et certains groupes signataires de l'accord issu du processus d'Alger, surtout que l'étape de Berre a suscité de vives réactions de la part de la CIMA. M. Haïdara. C'était prévisible. Vous savez, s'il y a, quand je disais au début de mon intervention que le résultat est mitigé, oui, et l'État n'a pas pu réussir à exécuter ce que disait Togel, une application intelligente de l'accord. Oui. Du moment où le ministre, les raisons d'être au Mali, c'est s'interposer entre le groupe, oui, et on n'a pas pu faire ça intelligemment. Moi, je suis fondé de le dire parce que j'ai participé à la négociation pour que la CEMA rentre dans le gouvernement. Et la dernière visite qu'ils ont fait, les deux dernières visites, oui, ils ont demandé des engagements supplémentaires qu'après le référendum, qu'ils vont revoir l'accord. Et cela n'a pas été accepté. Donc oui, aujourd'hui, la MINUSMA qui s'interposait entre le mouvement signataire et le gouvernement, ils doivent partir. Donc c'est l'arrêt définitif, en tout cas pour l'instant, de l'accord. Et ce qui nous inquiète davantage, c'est que l'Algérie, qui est un voisin et qui était l'un des garants aussi de l'accord, dit clairement qu'il tient à l'application de l'accord. Donc là, c'est un échec. C'est un échec du gouvernement de ne pas pouvoir réaliser l'accord. La reprise des bases militaires par nos FAMA, oui, ils ont repris celle de Berre. Je crois qu'il y a aussi Gounam qui était hier. Il y en a d'autres qui suivent. Oui. Il faut que les Maliens comprennent que s'ils veulent juger le militaire par rapport aux résultats sécuritaires, ils vont faire une mauvaise lecture. Le nombre de militaires et le nombre d'équipements que nous avons sur une surface aussi grande ne permet pas de sécuriser tout l'ensemble des territoires. Parce que même si vous venez aujourd'hui reprendre une ville, s'il n'y a pas une base qui fait un suivi après le départ des djihadistes ou autres, oui, ils peuvent encore revenir. Donc aujourd'hui, ce que nous disons, c'est de revoir cet accord qui n'est pas complètement inapplicable, je dirais. Et est-ce qu'il y a de possibilités encore qu'on s'y attende, qu'on peut, je veux dire, qu'on peut s'attendre dessus. Et dans le gouvernement actuel, il y a personne en fait qui est au nom de la CEMA en tout cas, parce que nous, notre ministre qui est Moussa Gatayer, il ne représente pas la CEMA, il est là pour lui-même. Donc, la rupture, elle est là. Oui. Bon, c'est vrai que c'est notre ministre. Sinon, la question qui se pose ici, c'est qui doit finalement occuper les emprises laissées par... C'est les militaires maliens. Oui. Nous avons suffisamment de militaires qui vont les occuper. Nous avons en tout cas suffisamment d'équipements pour occuper ces emprises. Maintenant, si je prends ces emprises... Sauf que la CEMA ne partage pas cette lecture. La CEMA ne partage pas cette lecture, c'est vrai. Donc, ce qui nous amène à un conflit ouvert. Oui. Et c'est là où je disais d'une de nos émissions ici, je crains qu'on soit en face de ce qui s'est passé en Libye. Parce que le problème même du Niger dans l'intervention, vous avez entendu ce qu'a dit Poutine. Il a fait 3 discours qui ne sont pas les mêmes, qui changent. Aujourd'hui, ils sont contre l'intervention militaire. Les États-Unis se disent qu'ils ont été abandonnés en plein processus par la France d'avoir sécurisé leurs intérêts contre les Russes et les Chinois. Et il vous souviendra que, M. Sidibé, oui,
personne n'a entendu la Chine dire un mot par rapport au cas du Niger. Pourtant, ce sont les deux plus grands perdants. Les États-Unis gardent leur base militaire. Et ils envoient même leur nouvelle ambassadrice qui doit venir. Mais il n'est pas dit qu'elle va prêter serment. Ça veut dire d'autrement qu'eux, ils privilégient aussi l'accord. Donc, pour revenir au cas de nos militaires, ils ont notre soutien, nous comprenons ce qu'ils font, et c'est de la politique sécuritaire qu'il faut appliquer. La politique sécuritaire, ils le savent, c'est eux qui sont spécialistes. Et moi, je suis persuadé, si les deux choses sont prises en compte, ça veut dire en termes de puissance militaire est démontrée, et aussi une volonté de négocier, il n'y a pas de raison qu'on ne s'entend pas sur quelque chose, parce qu'ils n'ont pas déclaré qu'ils ne sont plus dans le Mali. Et ce qu'ils veulent aujourd'hui, c'est que le périmètre où il était, et d'ailleurs, au passage, je vais quand même rappeler un point important, c'est notre ministre de l'Extérieur qui avait déclaré l'indépendance d'Azawad. Donc, il se retrouve ministre malien établi à l'extérieur aujourd'hui. Donc, il y a encore un levier qu'il peut jouer. Ça veut dire qu'il peut encore jouer un rôle. On va vous retourner la parole. D'accord. Monsieur Kone, déjà avec ce qu'on a vu au niveau de l'étape de Ber, déjà, est-ce qu'il y a ce risque-là de la reprise de la belligérance quand il va s'agir de l'étape de Kidal, par exemple? Que Dieu nous en garde. Premièrement. Deuxièmement, je ne vois pas l'opportunité, je ne vois pas la raison. Ce qu'il faut dire, c'est que l'aménagement, sous sa forme actuelle, était là depuis 2013. Ça, c'est antérieur à l'accord. Et l'aménagement a succédé à l'aménagement. Et l'aménagement n'est pas... Depuis que l'accord a été signé, il n'y a plus de belligérance, donc il n'y a pas de séparation de mon point de vue. Un accord a été signé, il y a eu le cessez-le-feu, il y a des engagements qui sont pris, qui sont en train d'être mis en œuvre. C'est certes difficile, mais beaucoup sont en train d'être mis en œuvre. Il y a un premier volet politique et institutionnel, il y a beaucoup de choses qui sont faites, notamment la nouvelle constitution. Elle est votée, elle contient beaucoup de préoccupations qui sont dans l'accord. Le Sénat, la prise en compte de la légitimité, il y a beaucoup d'aspects qui sont déjà pris en compte. Il y a le côté défense, il y a le côté développement. Oui, mais je connais, sauf que dans la pratique à Ber, les femmes ont essuyé des tirs ennemis. Non, ces tirs ennemis, non, attendez. Il y a même eu des morts. Attendez, il y a deux choses. Quand vous parlez de belligérance avec les signataires de l'accord, moi je n'en crois pas. Parce que l'État n'a pas dénoncé l'accord, les signataires de l'accord n'ont pas dénoncé l'accord. Pas forcément, on a vu certaines. On a vu la réaction de certains porte-parole même de la CEMA. Je réponds à ta question. Allez-y. Le Mali est toujours en belligérance. En belligérance entre qui et qui? C'est les groupes armés terroristes et le Mali. Ça, c'est évident, ça. Vous voulez dire que c'est la CEMA qui est terroriste ou quel groupe armé? Non, les groupes armés, je ne dis pas que c'est la CEMA. Les groupes armés qui sont en train de mener la guerre. Je Daesh. Mais bien sûr. Sinon, ma question était très précise. C'était la reprise de la belligérance entre les femmes et les groupes signataires de l'accord. Non, je n'envisage pas cela. Je n'envisage pas cela. Mais quand vous parlez de belligérance, on est déjà en guerre asymétrique avec les groupes armés terroristes partout. Même les attaques de Ber, je les mets dans ce cadre-là. Ça, c'est évident, ça. Selon moi, les signataires de l'accord et l'État malien aujourd'hui ont intérêt à mutualiser leurs efforts, à se mettre ensemble pour bouter hors du Mali les groupes armés terroristes qui nous empêchent de dormir, qui nous empêchent de se développer. C'est aussi simple que cela. Mao, avec ce qu'on a vu à Ber, comment vous voyez la suite même de l'occupation, le processus d'occupation des emprises laissées par la MINUSMA? Bon, la résolution 2690 des Nations Unies du 30 juin 2023 a quand même décidé du retrait de la MINUSMA au plus tard le 31 décembre 2023. Mais il ne faut pas croire que la MINUSMA n'a pas de rôle. Jusqu'au 30 septembre, elle a encore un mandat pour lutter contre les menaces et puis participer à l'appui au niveau de l'action humanitaire et aussi au niveau du processus politique. Mais ce que je puis dire, c'est que en réalité, la gestion, le retrait de la MINUSMA
est définie, il y a des règles au niveau des nations, des règles et règlements financiers au niveau des Nations Unies qui définissent comment le maintien de paix, c'est-à-dire les missions de maintien de paix, peuvent se retirer d'un pays. Et ça se passe, ça gère non seulement la gestion, mais la cession des actifs. Et la gestion et la cession de ces actifs, en l'occurrence, ce dont on parle au Mali, c'est le transfert des infrastructures, de l'amunissement, et ça doit se faire selon les textes des Nations Unies aux autorités nationales. Il n'y a pas 10 000 autorités nationales au Mali, c'est l'État du Mali. De quel droit quelqu'un peut réclamer ou se plaindre que ce règlement, parce que les Nations Unies quand même existent depuis octobre 1945, qui veut venir remettre en cause ce règlement des Nations Unies? Mais c'est aller trop loin. Donc, je n'exclus pas de la belligérance, parce que ceux qui s'opposent, en réalité, veulent s'attaquer à l'État. Et maintenant, le Mali d'aujourd'hui est très différent du Mali il y a 5 ans. Et je pense que la démonstration de force, c'est fort. Le général Foch qui disait que la démonstration de force est plus importante que la force. Maintenant, si ceux qui veulent vraiment s'attaquer à notre armée, ils trouveront l'armée sur leur chemin, parce que rien ne se passera comme avant. Le contexte a changé, les données ont changé, les rapports de force ont changé. Je ne souhaite pas que ce soit le cas, parce qu'il n'y a rien de pire qu'une guerre civile. Nous sommes entre Maliens. Retrouvons-nous autour de la table, remettons cet accord sur la table, parce qu'il y a des parties qui sont carrément inapplicables et irréalistes. C'est un accord intermalien, donc qui n'a rien à voir avec la Constitution et qui n'a pas été même l'honorable est là. Et je ne pense pas qu'ils aient approuvé quoi que ce soit par rapport à cet accord. Donc c'est un accord qu'on peut changer, qu'on peut modifier, qu'on peut réviser en étant réaliste. Et puis dans le nouveau contexte du nouveau Mali et la mise en œuvre de la nouvelle Constitution, je pense que retrouvons-nous dans un cadre où la décentralisation pourrait quand même marcher pour l'ensemble du pays, parce que les difficultés auxquelles sont confrontés le nord du Mali, beaucoup de régions du Mali aussi sont confrontées aux mêmes difficultés. Donc trouvons un accord intermalien encore, pas seulement avec les signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation, mais l'ensemble des Maliens. D'accord. Oui, en fait, le départ de la MINUSMA va laisser un vide, c'est certain, mais est-ce que c'est un vide qui est comblable? Oui, c'est l'État qui devra jouer ce rôle. Est-ce qu'il y a de la belligérance au niveau général? Oui. Est-ce que la belligérance entre la CMA et l'État malien va reprendre? J'ai envie de dire, elle a déjà repris. Maintenant, est-ce que ça va se calmer ou est-ce qu'il va y avoir un cessez-le-feu comme en 2014? Wait and see, j'ai envie de dire aussi. Parce que lorsqu'on regarde les attaques de Ber, il faut faire attention. C'était des attaques coordonnées sur 2 fronts, le JNIM d'un côté, le CMA de l'autre côté. Et lorsqu'on regarde un peu plus loin les rapports de la MINUSMA... Sauf que la CMA n'a pas été citée par le communiqué de l'armée. Il parle de groupes armés terroristes. Oui, mais justement... Il y avait aussi Daesh qui a repris. Oui. Maintenant, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on regarde les rapports même de la MINUSMA, certains rapports, on se rend compte qu'à un moment donné, il y a des liens qui ont été établis entre la CMA de manière claire et certains groupes djihadistes. Donc, l'armée malienne se bat contre qui? Ensuite, au niveau du processus, il y a 11 camps. 12. Sur les 11 camps, 12 camps. Sur les 12 camps, il y a 3 camps qui ont déjà été récupérés. Il y a Okosabou, Gundam et Ber. Maintenant, Menaka, Tessalit doivent suivre. Et normalement, dans le processus, ils sont, pour rebondir sur ce que disait M. Makalou, ils sont censés le remettre à des autorités civiles. Et l'autorité civile par excellence, normalement, est le gouverneur. Vous allez, il y a des gouverneurs qui sont militaires dans la majorité des cas. Donc normalement, il y a ce cérémonial qui consiste à remettre au gouverneur, mais ensuite, c'est à l'armée d'occuper ces camps-là. Et lorsqu'on parle du processus de désarmement, démobilisation, réinsertion, etc., il y a le CSA qui a été mis en place. On sait que ça fait des mois qu'il n'y a pas eu de réunion. Le secrétariat permanent a été géré par la MINUSMA. On sait qu'il y a le comité de sécurité mixte et le comité technique, le conseil technique mixte de sécurité. Pareil, où il y avait le chef d'état-major. Malheureusement, nous sommes plus aussi parlé.
D'accord. Ben, dans tous les cas de figure, Oui. Il faudra que l'État comble ces trous-là. Au niveau des assises et même du dialogue avant, il avait été dit de discuter avec Koufa et Iyad Agali. Donc, essayer de discuter également avec ces gens-là, parce que quelle que soit la durée de la guerre, il faudra s'asseoir à un moment donné pour négocier et se mettre d'accord. Maintenant que le Mali est en position de force, entre guillemets, parce qu'on dit que la peur a changé de camp, je pense que c'est le bon moment. Mais il faut savoir également quels sont nos amis et quels sont nos adversaires. D'accord. Aïdara, vous avez 20 secondes. Ah oui, moi je dirais que M. Makalou et Sey ont déjà pris en compte certaines de mes préoccupations. Et je voudrais terminer pour dire que la solution de ce problème, c'est dans la main des Maliens et ceux qui nous dirigent aujourd'hui. Oui. Ils peuvent faire une preuve de largesse pour négocier. Et surtout que les ANR a bien indiqué qu'on peut négocier avec tout le monde. Mais tu fais attention, hein, quand moi je le dis, j'ai été convoqué au 5e arrondissement. Donc, donc je voulais terminer pour dire, comme c'est 20 secondes, remercier l'ensemble des ressortissants de la région des Cailles qui sont venus témoigner ce que j'ai pu faire pour la région des Cailles. Et je les remercie infiniment. Et remercier aussi l'ensemble des délégués qui sont venus de 4 coins du monde pour participer aux États généraux, qui sont terminés aujourd'hui avec satisfaction. Et je dirais que, Inch'Allah, ce nouveau Mali sera un Mali que nous voulons, avec l'implication efficiente et efficace de la diaspora. Je n'ai pas été aujourd'hui à la clôture, et c'était fait exprès, parce qu'il y a certaines dispositions que je n'ai pas appréciées. Ce n'est pas pour autre chose, je présente mes excuses. La bataille continue et les résolutions seront tous appliquées. Connais ? Oui, juste pour dire qu'il faut qu'on fasse preuve d'anticipation, de proactivité du côté des autorités. Chaque fois qu'il y a des possibles velléités de manque de confiance, il faut approcher les gens, mettre tout le monde en confiance pour éviter qu'il y ait une belligérance future. Personne n'y a intérêt. Oui, il n'y a pas de paix sans développement, ni de développement sans paix. Je pense que cette transition est l'occasion quand même pour rassembler les Maliens, pour aller vers la 4e République, avec un nouveau président élu démocratiquement de manière transparente et fiable. Et je pense que c'est le moment aussi pour que nous puissions résoudre nos différends entre Maliens, et ça doit se faire autour d'une table, évidemment. C'est que Dieu bénisse le Mali, que Dieu bénisse l'Afrique et qu'il apaise les cœurs pour qu'on puisse régler de manière intelligente et paisible tous les problèmes qui sont dans la région, tout simplement. C'est donc tout pour ce numéro de votre émission Regard Croisé qui recevait comme invité M. Mohamed Cherif Aïdara, président du Conseil supérieur de la diaspora malienne, Hassan Sey, juriste, Moribo Mao Magalou, économiste, analyste, Daouda Moussa Kone, ancien député de Kolondiaba. Il est au niveau de la vice-présidence de l'Union pour la République et la démocratie. Merci à vous de nous avoir suivis. Clin d'œil à tous nos téléspectateurs du côté de Kolondiaba. Au revoir.